Il est 20 h, bienvenue dans le journal de ce 29 août, vous êtes sur RTI 1. Au Japon, pour la conférence sur le développement de l'Afrique, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a invité les investisseurs à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire, avec notamment un climat des affaires propice et un environnement très attractif. Cinquième Assemblée générale des parlementaires africains à Abidjan. Ils s'engagent dans la surveillance des politiques publiques pour plus d'efficacité dans leurs actions sur le terrain. Le président de l'hémicycle ivoirien appelle à créer une agence parlementaire autonome d'évaluation. Les obsèques de l'artiste ivoirien Wan Ange Didier, alias Arafat DJ, le Yoruba ou encore le Daishikan démarrent demain vendredi par une grande veillée artistique au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, suivie de l'enterrement samedi à Williamsville. Une grande partie de ce journal y sera consacrée. Et puis en Éthiopie, des chercheurs ont découvert un crâne d'Australopithèque particulièrement bien conservé. Avec 3,8 millions d'années passées sous terre, ce fossile est celui de l'espèce la plus ancienne du genre. Bienvenue, direction le Japon pour ouvrir ces 30 minutes d'information. En marge de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a procédé ce jeudi à la signature d'un mémorandum d'accord avec le président du groupe Toyota. Il s'agit de la création d'une usine d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Une signature, un échange de parapheurs, et voilà le groupe Toyota aux portes d'Abidjan. Ce jeudi, en marge de la TICAD 7, le groupe japonais a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un mémorandum en vue de l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage automobile dans le pays. Et le MOU que nous signons aujourd'hui a pour objet d'amorcer la réalisation d'une usine de montage d'automobiles Toyota en Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble du marché sous-régional. Et le groupe entend aller plus loin. Ce projet est très important et nous vous promettons 3 choses à cette occasion. Premièrement, nous allons répondre aux besoins de chers clients ivoiriens avec des gammes de qualité assurées par le Toyota Group. Et deuxièmement, nous allons transférer la technologie moderne de l'assemblage de voitures dans cette usine. Et troisièmement, c'est l'entraînement et le développement des ressources humaines des employés. Heureux de l'aboutissement de ce projet, le chef du gouvernement a dit sa fierté de l'installation prochaine du groupe. Nous sommes en train de poser un acte de long terme. Nous commençons aujourd'hui par des assemblages, avec des pièces qui viendront certainement du Japon, mais nous espérons demain que nous pourrons créer en Côte d'Ivoire un écosystème au niveau de l'industrie automobile qui permettra que des pièces puissent être fabriquées sur place en Côte d'Ivoire et que peut-être demain les véhicules Toyota fabriqués en Côte d'Ivoire le seront fabriqués totalement dans notre pays. Avec Toyota, plusieurs autres organisations entendent renforcer leur coopération avec la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement a reçu en audience l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Et nous restons sur place au Japon avec notre envoyée spéciale Alexis Ouedraogo. Elle nous propose maintenant un point de l'exposé du Premier ministre devant les investisseurs japonais. Il les a invités à renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Comment le gouvernement japonais peut-il appuyer les efforts de développement des pays africains par le secteur privé? Voilà l'essence de la plénière 3 de la TICAD 7 ce jeudi à Yokohama. Pour le Premier ministre Shinzo Abe, le gouvernement japonais est déjà très engagé sur plusieurs fronts en la matière. Il s'agit pour nous de former des ressources humaines, de fournir des infrastructures de qualité et d'apporter des financements qui soient accessibles, commodes à utiliser.
Intervenant sur le thème effort des pays africains et attentes à l'égard du Japon, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a relevé les importants bonds de l'économie ivoirienne et salué la démarche de la TICAD. On assiste à une évolution au niveau de l'esprit même donc de la TICAD. La TICAD maintenant passe de l'aide, je dirais, au développement à la promotion donc, des investissements privés donc, sur le continent africain. J'ai indiqué que nous avons beaucoup investi donc, dans les infrastructures, ce qui permet d'améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et inviter donc, les entreprises donc, japonaises à venir en Côte d'Ivoire dans des secteurs précis qui sont importants pour nous. Donc la transformation de nos productions agricoles, donc ça c'est, vous le savez, que ce soit le cacao, l'anacarde. J'ai parlé aussi de l'industrie manufacturière de manière générale et je me suis réjoui de ce que nous allons signer un protocole avec Toyota donc pour l'installation d'une usine d'assemblage de véhicules donc, en Côte d'Ivoire. Le Japon renforce ces dernières années sa présence en Côte d'Ivoire, un chiffre qui devrait être multiplié par 4 d'ici la TICAD 8 avec l'installation du bureau du Japon au centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien, les parlementaires africains s'engagent dans la surveillance des politiques publiques. Réunis au sein d'un réseau, ils sont à Abidjan pour la 5e Assemblée générale de l'organisation et ils vont renforcer leurs capacités en matière d'évaluation du développement. Kolo Coulibaly. Les parlementaires africains font le point de leurs activités en matière d'évaluation des politiques publiques. Dans la marche des États vers le développement, il faut compter avec la surveillance des actions menées par les députés et sénateurs. Rendre l'action publique plus efficace au service du citoyen, voilà l'objectif de la rencontre d'Abidjan qui permettra de faire le point et intensifier les actions. Le Parlement aide également à faire en sorte que les évaluateurs professionnels soient davantage impliqués dans l'évaluation du développement. Même dans la main du gouvernement, nous voulons qu'on avance toujours plus dans l'efficacité de l'action publique. Après 5 années d'existence, les résultats sont notables. La Côte d'Ivoire est même citée en exemple. Nous avons, avec l'appui des autorités de ce pays, mené le lobbying de sorte que la Constitution de 2016 retienne l'évaluation des politiques publiques dans les prérogatives du Parlement aux articles 93 et 117. Cette Assemblée générale se tient en présence du président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe et du vice-président de l'Assemblée nationale du Ghana. C'est la 2e fois que la rencontre a lieu à Abidjan, un honneur pour la Côte d'Ivoire, selon le président de l'Assemblée nationale qui a procédé à l'ouverture des travaux. Amadou Smoro précise que des paliers restent encore à franchir sur l'échelle de l'évaluation des politiques publiques, non sans donner des orientations aux participants. Premièrement, fixer une stratégie nationale d'évaluation des politiques publiques en prévoyant la communication au Parlement par le gouvernement de son programme d'évaluation des lois en complément de son programme législatif. Deuxièmement, instaurer une autorité nationale d'évaluation, créer une agence parlementaire autonome d'évaluation, associer les citoyens. Des pistes de réflexion que les parlementaires africains entendent exploiter pour mieux légiférer et mieux agir au bénéfice du peuple. L'Assemblée va également trouver des solutions à la question du financement du réseau parlementaire africain pour l'évaluation du développement. Promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, des chefs d'entreprise ont été distingués. Pour recevoir cette reconnaissance de la nation, ils se sont illustrés par l'innovation et par la qualité de leurs prestations. Ils sont issus de la fondation Kaidan. Éric Goré. Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, exprime la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire à des chefs d'entreprise qui valorisent l'entrepreneuriat par leurs actions. Ces chefs d'entreprise font partie d'une fondation appelée Kaidan, qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat à travers la création d'emplois, la promotion et des prestations de qualité au profit de leur clientèle. Le président de cette formation a été fait commandeur de l'Ordre national.
Sans relâche, nous travaillerons à inculquer cet esprit d'entrepreneuriat, cette culture entrepreneuriale à tous les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. 6 autres chefs d'entreprise ont été faits officiers de l'ordre national. Ils ont également reçu leur médaille. Madame la Grande Chancelière, notre honneur est grand. Vous voir vous-même nous agrafer les insignes de cet honneur républicain. C'est l'assurance de votre affection pour nous. Chacun des membres sème autour de lui la volonté de réussir malgré les vicissitudes des temps présents. Cette cérémonie a enregistré plusieurs personnalités de divers domaines d'activité. Notre pays n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat dans les milieux de la jeunesse, dans les milieux scolaires, dans les milieux universitaires. L'entrepreneuriat fait partie des priorités de la politique du gouvernement ivoirien, qui encourage les jeunes dans ce secteur afin qu'ils soient des décideurs de demain. Ils ont eux aussi été distingués, pas pour leur aptitude professionnelle, mais plutôt humaine. À l'occasion de la Journée nationale de la solidarité célébrée aujourd'hui, le mérite de personnalité morale et physique a été reconnu. Elles ont particulièrement fait preuve de solidarité envers ceux qui en avaient besoin, notamment lors des inondations de l'an dernier. Sidonie Davila. Abdoul Sorgo avait 11 ans en 2018. Malgré son jeune âge, il a décidé de relever le défi, celui de sauver des vies lors des pluies diluviennes. Vraiment, chez moi, je ne voulais pas descendre pour les sauver, mais lorsque j'ai vu la petite fille aller, c'est ça qui m'a donné le courage de la faire sortir. Vraiment, ça me fait un très grand plaisir. Ce 29 août, à la célébration de la Journée nationale de la solidarité, la présence de ce jeune garçon parmi les personnalités n'est pas un hasard. Abdoul Sorgo est félicité et honoré par la nation tout entière. Il est élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite de la solidarité. Comme lui, plusieurs personnalités sont distinguées. Pour les uns, commandeurs, pour les autres, chevaliers dans l'ordre du mérite de la solidarité. Madame la ministre, sous votre impulsion, vous avez donné corps à ce rendez-vous ô combien important. Et vous l'avez pérennisé en lui donnant toujours plus de consistance. Nous souscrivons entièrement à ces objectifs, convaincus que chaque citoyen a une responsabilité envers les plus défavorisés, tout en ne perdant pas de vue l'égalité des chances prônée par l'État. Dans toutes les religions, la première chose qu'on nous apprend, c'est partager et faire du bien, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un sentiment de fierté par rapport à la reconnaissance de l'État, par rapport à toutes les actions de la Fondation Children of Africa. La solidarité ne doit pas être un vain mot en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont les actions que nous avons posées au moment des inondations qui ont frappé Cocody et d'autres villes, d'autres communes à l'intérieur du pays qui sont récompensées. Notre mérite aujourd'hui est reconnu, mais plus que notre mérite, c'est surtout notre engagement citoyen qui est reconnu. À l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la solidarité qui vise à magnifier la solidarité et à l'intégrer comme une valeur essentielle du vivre ensemble, Maria Toukone exhorte à une solidarité plus concrète. La solidarité gouvernementale, appuyée parfois et souvent par les partenaires au développement, doit être soutenue et amplifiée par une solidarité citoyenne, particulièrement dans les cas d'assistance humanitaire. Nous devons tous, quelle que soit la forme, y contribuer, car chacun a toujours quelque chose à offrir. Un sourire peut sauver une vie. Un regard plein de tendresse et d'affection peut sauver une vie. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. C'est le thème retenu pour cette célébration de la Journée nationale de la solidarité pour cette année. La solidarité est également un maillon essentiel dans le processus de réparation après les crises qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a mis sur pied un projet en faveur des victimes et des ayants droit de victimes qui ont préalablement reçu réparation. Et depuis 2018, il bénéficie de prêts à des taux préférentiels pour repartir du bon pied. Michel Digré. Alphonse est une victime des crises survenues en Côte d'Ivoire. Il a déjà perçu une indemnité du gouvernement ivoirien. Amputé des mains, il demeure encore vulnérable. Il a bénéficié d'un prêt pour mener une activité
génératrice de revenus. Il y a certaines choses qu'il n'y arrivait pas à faire avant, mais maintenant je pense que ça va. Je peux dire que ce fonds-là, il est bienvenu. Lancé en janvier 2019, ce projet est doté d'un fonds spécial de 100 millions de francs CFA, mis à la disposition d'une institution financière décentralisée. Les projets qui sont soumis par les victimes, et une fois que les projets sont validés, donc ces projets sont soutenus avec des fonds à hauteur de 500 000 francs pour les projets individuels et 2 millions de francs CFA pour des projets de groupe. J'ai augmenté mon riz, donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de riz. Et puis j'ai acheté mes congélateurs, donc ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un congélateur. J'ai reçu 300 000. Ça m'a permis à faire mon commerce. Très tôt le matin, quand je viens, je vends le placali. À midi, je fais le photo. Ça m'a permis à m'occuper de ma famille. Et ça s'améliore, ça va. Et je cherche, je suis en train de voir, mais prochainement j'ai agrandi le coin, ça va s'agrandir. Et dans ça, je peux m'occuper de mes enfants. Ces prêts sont remboursables à des taux préférentiels. Ce projet est dans sa phase pilote à ce jour. 80 victimes vulnérables ont pu obtenir des financements. Voilà 9 mois que le centre d'enfouissement de Kosiwan est ouvert. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures au profit des populations de Kosiwan dans la sous-préfecture de Songon. Le village va bénéficier d'un nouveau forage. Il verra son centre de santé achevé et ses 6 classes réhabilitées. Grâce Kando. 9 mois après l'ouverture du centre de valorisation et d'enfouissement technique à une 50aine de kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute du Nord, d'importantes mesures sociales au profit des populations de Kosiwan ont été annoncées par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Vous verrez dans quelques jours démarrer les travaux d'achèvement du centre de santé urbain de Kosiwan. Les 6 classes qui sont à réhabiliter seront dotées également de tables-bancs, des équipements de jeux pour les enfants de la maternelle. Vous aurez donc un nouveau forage d'eau potable. Vous aurez également droit à l'achèvement des travaux du marché. Pour permettre également aux jeunes et aux femmes de Kosiwan de mener des activités génératrices de revenus, une enveloppe de 5 millions de francs CFA sera remise à chaque entité. Des actions saluées par les populations. Présent à cette cérémonie, le ministre portugais de l'Environnement et de la Transition énergétique, João Pedro Fernandes, a été fait chef du village de Kosiwan avec pour nom Agbo Dro. Coopération transfrontalière, une concertation nationale a lieu en vue de la création de la zone Sikasso, Korogo, Bobo, Dioulasso. C'est une zone économique qui vise à accélérer la mise en œuvre de projets transfrontaliers entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso en y accélérant notamment les investissements. Jean-Luc Bangbo. Une zone économique à cheval sur 3 pays, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le projet qui a été lancé en mai 2018 entre dans sa phase active avec cette rencontre qui réunit une quarantaine d'acteurs étatiques et non étatiques, tous impliqués dans la création de cette zone économique spéciale à Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. La coopération transfrontalière est une véritable opportunité de développement. Nous devons nous y mettre. Les premiers ministres de nos États l'ont montré quand ils se retrouvaient en mai 2018 à Sikasso. La zone Escabo est une zone à forte potentialité économique qu'il conviendrait de formaliser. La zone économique Escabo se veut un autre symbole du renforcement et du dynamisme de la coopération entre les 3 pays que sont le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le Burkina Faso et le Mali sont les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire avec respectivement 352,1 milliards et 326,2 milliards de francs CFA de produits importés. Nous sommes convaincus
que la coopération entre ces trois pays sur des questions transfrontalières apportera des réponses adéquates aux défis actuels liés à l'environnement, à la sécurité et au terrorisme. Cet atelier de concertation nationale devrait déboucher sur la formulation d'une stratégie de mise en place de la zone économique spéciale, mais également sur l'adoption d'une feuille de route avec un échéancier indicatif. Nous sommes à quelques heures de la veillée artistique en hommage à Arafat DJ. 300 mètres carrés d'écran LED, 200 000 watts de sonorisation. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan se pare de ces derniers accessoires pour cet hommage on ne peut plus solennel. Et le dispositif sécuritaire est tout aussi impressionnant. Le préfet d'Abidjan et aussi le comité d'organisation appellent à la responsabilité et à la discipline pour faire de cet hommage au Daïchikan une réussite. David Soyo et Serge Coléa. À l'occasion des obsèques de la star du coupé décalé DJ Arafat, les préparatifs vont bon train ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La sonorisation sera assurée via plusieurs enceintes de longue portée avec un rendement de 200 000 watts qui offre une excellente qualité sonore. 120 lumières robotisées, 80 par LED pour une coloration scénique vont confirmer l'excellente homogénéité de la couverture sonore. Le podium a aussi une avancée que vous voyez là, et cette avancée permettra aussi à l'artiste d'être plus à l'aise. Sur les écrans, comme vous voyez, il y a des totems, un écran LED où il y a ces photos qui vont être aussi des effets. Il y a des 24 mètres carrés de part et d'autre, et il y aura des écrans relais derrière pour les personnes qui seront derrière la scène qu'ils puissent regarder. Une cinquantaine de bâches VIP sera installée pour accueillir les autorités et la presse nationale et internationale. Un podium de plus de 5 mètres de long est déjà monté pour permettre aux différents artistes de prester. Le deuxième podium, celui des parents, est en train d'être installé. Des fleurs composées des orchidées et des hortensias pour décorer le podium où sera installée la famille du défunt. Des colonnes d'anges vont soutenir ces bouquets de fleurs, comme pour accompagner Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. On a des cerises et tout ça. Sur des colonnes, dans des pots. Donc nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. Pour la directrice générale de l'Office national des sports, depuis lundi, plusieurs équipes travaillent en collaboration pour la réussite de cet événement. Les autorités ont autorisé que le cercueil soit mis au niveau du rond central, mais ça a été quand même, ils ont fait de telle sorte que la pelouse ne souffre pas. Environ 200 personnes mobilisées ici au stade Félix Houphouët-Boigny pour les préparatifs de l'hommage national à DJ Arafat qui aura lieu demain vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà les tout derniers réglages au stade Félix Houphouët-Boigny avec Patricia Omou-Etia. Nous nous intéressons maintenant au dispositif sécuritaire dans un élément signé Serge Coléa. Les obsèques de DJ Arafat sous haute surveillance. Tous les corps de sécurité et de défense sont mobilisés pour veiller au grain. Ouverture des portes du stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 à 6 h. Début de l'animation, 16 h. Levée de corps au stade Félix Houphouët-Boigny toujours le samedi 31 août à 6 h. Ensuite, une procession jusqu'au cimetière de William-Civil pour l'inhumation. Pour réussir le pari de l'organisation et rendre un vibrant hommage à l'artiste, le ministre de la Culture et de la Francophonie invite les fans à la discipline. Un appel repris par le manager du Daïchikan. C'est le moment où on doit remplir le stade, comme il nous l'a demandé, avant sa mort. Il a dit le jour de sa mort, il veut voir une foule du jamais vu en Côte d'Ivoire. Tout doit se faire dans la discipline, parce que le pays nous regarde, le monde entier nous regarde. Être chinois là, c'est un état d'esprit. Chinois, c'est pas un délinquant. Sinon, c'est quelqu'un qui est civilisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pour la veillée artistique, de grands noms de la musique africaine et internationale sont annoncés. Entre autres, Maître Gims, Koffi Olomide, Davido, Sidiki Diabaté ou encore Dadju. Le préfet hors grade, préfet d'Abidjan, nous a rejoint. Bonsoir, monsieur Vincent Toby-Irié. Bonsoir, madame. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, les mesures sécuritaires sont particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? À quoi précisément on doit s'attendre pour la journée au stade, tout aussi bien dans le stade qu'aux alentours? Merci beaucoup. Il faut savoir que chaque regroupement important, chaque rassemblement comporte des risques. Et donc, il y a des protocoles de sécurité qui sont mis en œuvre, quelle que soit la nature de l'événement. Il peut s'agir de rassemblements religieux, politiques, sociaux, culturels.
Et dans le cas présent, ce sont des obsèques. Donc nous déployons toutes les mesures qui sont déjà préparées, pour lesquelles les forces ont été déjà entraînées. Et donc il y aura autour du stade d'abord une impossibilité de circuler. Nous conseillons aux habitants d'Abidjan de ne pas emprunter les voies, notamment le boulevard Lagunaire et l'axe qui passe devant l'Assemblée nationale, parce que ces voies seront fermées à la circulation. Ensuite, la police veillera à la sécurité sur l'ensemble du département, parce que n'oubliez pas que 3 communes sont immédiatement concernées, la commune du Plateau, la commune de Cocody, la commune d'Adjamé, mais l'ensemble du département sera sécurisé avec un déploiement important de forces. Donc ceci pour assurer la sécurité et le bon déroulement. Il faudra rappeler que la Côte d'Ivoire a déjà connu des événements malheureux, des bousculades qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes. Et donc sur la base de ces expériences malheureuses, on a peaufiné notre approche d'encadrement de ces rassemblements-là. Et c'est pour cette raison que nous avons pris toutes ces mesures. Et comme vous l'avez souligné tantôt, madame, nous invitons tous ceux qui viendront à la discipline et au calme. Les forces feront leur travail et les dérapages ne seront pas tolérés. Pendant ces obsèques, d'autres Ivoiriens vaqueront normalement à leurs activités sociales, économiques, financières. Il faudra permettre que tout ça s'organise dans le calme et la discipline. Alors parlant d'encadrement, vous avez parlé tout à l'heure de voies qui seront fermées. On sait qu'il y a un plan particulier de circulation qui a été élaboré. En général, quelles sont les voies concernées par ce plan? Ok, il faudra retenir simplement que les 2 grands axes qui jouxtent le stade de Faux-Boigny, notamment le boulevard Lagunaire, et donc là, également partant du palais de justice, l'Assemblée nationale, jusqu'à l'hôtel, l'ex-hôtel Tiama. Donc ces 2 axes-là seront difficiles d'accès et seront fermés le samedi matin. Il faudra donc emprunter les déviations et passer du côté du stade, du pont Félix Houphouët-Boigny pour circuler librement. Mais ça sera fluide parce que les forces sont prédisposées un peu partout pour permettre la circulation et ne pas occasionner des encombrements et des embouteillages. Alors pour terminer, vous l'avez dit, la sécurité sera de mise. Toute personne qui veut participer à ce dernier hommage au Daïchikan peut s'y rendre sans crainte. Oui, bon, le comité, vous savez que notre travail en tant qu'administration, c'est un travail d'appui administratif, logistique et sécuritaire, comme nous le ferions pour n'importe quel événement important. Mais le comité d'organisation, qui est constitué de personnes privées, a déjà lancé des appels. Et nous voulons relayer ces appels et demander beaucoup de discipline. Et si le comité recommande des rassemblements à des lieux précis, il faudra se conformer, parce que nous entendons bien encadrer pour que tout se passe très bien, sans blessés et sans heurts. Merci, monsieur le préfet Toby Irié, préfet d'Abidjan, pour toutes ces précisions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. Tout comme plusieurs membres du gouvernement, le ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu au domicile du défunt. Il a présenté ses condoléances et apporté toute sa compassion à la famille de DJ Arafat. Le ministre Albert Mabry Touakeus également. Nous suivons son passage dans ce reportage de Hermance Zirignon et Godefroy Okambawa. Fauché dans la fleur de l'âge suite à un accident de moto, l'artiste musicien DJ Arafat est décédé le 12 août dernier. Affligé par ce deuil, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakeus, est allé soutenir la famille de l'artiste disparu. La Côte d'Ivoire paie à travers la disparition d'Arafat un ambassadeur de notre culture, un talent montant et un espoir pour la culture ivoirienne. Je suis là aussi à titre purement familial par rapport à ses parents biologiques pour soutenir la famille, pour nous tenir à ses côtés et surtout dire à tous ses amis, à tous ses fans que Dieu nous réserve cela, qu'il y a des moments de douleur, des moments de joie. Là, nous connaissons un moment de douleur, nous devons associer nos prières pour le repos de son âme. La famille, par son porte-parole, s'est dite touchée par la présence du ministre à leur côté en cette période douloureuse. Arafat DJ sera inhumé le 31 août prochain au cimetière de Williamsville à Abidjan après un hommage national. Il avait 33 ans. Professeur Mariatou Kone a annoncé la prise en charge psychologique pour la mère, la fiancée et les enfants de Arafat DJ. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était hier mercredi au domicile de la famille endeuillée. Elle a fait don de 3 millions de francs CFA. Ahmed Traoré et Éric Goré.
Des prises en charge psychologiques pour la mère, la fiancée et les enfants du roi du coupé décalé, Arafat DJ. C'est ce qu'a déclaré Marietou Koné, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, au cours de la présentation officielle de condoléances à la famille. Outre la prise en charge psychologique, la ministre a fait un don de 3 millions de francs CFA, dont répartis comme suit. 1 million de francs CFA pour la fiancée du défunt, 1 million pour les enfants, 500 000 pour la mère et 500 000 francs CFA pour la famille de l'artiste. Cette démarche est bien appréciée par la famille artistique et biologique du défunt, qui n'a pas manqué d'exprimer toute sa reconnaissance à la ministre. Voilà pour le chapitre consacré au Yoruba national. Rendez-vous est pris donc pour demain vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et la cérémonie d'hommage vous sera retransmise en direct sur RTI 2. Terminons avec cette découverte scientifique. C'est en Éthiopie que des chercheurs ont découvert un crâne d'Australopithèque particulièrement bien conservé. Avec 3,8 millions d'années passées sous terre, ce fossile est celui de l'espèce la plus ancienne du genre. Il provient de la même zone que le très célèbre fossile Lucie. Et ce nouveau spécimen implique donc que les deux espèces ont été contemporaines pendant au moins quelques dizaines de milliers d'années, alors que les scientifiques pensaient jusqu'alors que l'une avait succédé à l'autre. Merci à tous de rester sur RTI 1. Retrouvez à 23h Marine Cognan, demain 13h Hamza Diaby et 20h Marie-Laure Ngouran. Bonsoir à tous.